La saison 4 est présentée par Groupe Humanova, engagé à transformer les parcours professionnels et les milieux de travail en plaçant la santé organisationnelle au cœur de chaque démarche. Allô, Mélissa! Allô? Allô! Comment tu vas? Ben, ça va bien parce que je suis là avec Oui. vous. On est content de te recevoir. C'est tellement un beau studio, Vraiment. vraiment l'énergie. On est très chanceuse, très reconnaissante d'être là en ce moment, de t'avoir comme première invitée, en fait, au podcast. Ben, pas au podcast, mais dans ce studio-là. Fait que Exactement. merci au studio Archétype, en fait, de nous recevoir. Là. C'est vraiment magnifique. Mhm. Oui, Ouais. vraiment. Ouais, on est très contente que tu sois là. Ouais. Ouais. Fait que dans le fond, avant de débuter le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, on voulait savoir un petit peu si tu pouvais te présenter en fait à notre auditoire, ton parcours académique, ton expertise professionnelle et tout ça, puis juste nous expliquer aussi qu'est-ce qui t'a amené à faire, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Avec plaisir. Fait que, ben, Mélissa Saint-Louis, cofondatrice de Nuance. Ça fait maintenant 14 ans que je travaille en développement organisationnel. J'ai travaillé beaucoup en transformation organisationnelle, entre autres, là, tout ce qu'il y avait à travers avec la gestion de changement, stratégie pédagogique. J'ai fait beaucoup de dotation aussi. Puis, bon, parcours de vie fait que fut un temps où j'ai été chercher des réponses pour des difficultés que je vivais à ce moment-là. Puis, bon, avec un diagnostic tardif qui m'a révélé avoir un profil neurodivergent, j'ai voulu me questionner sur comment m'aider moi-même, dans un premier temps, mais aussi comment est-ce que mes pratiques pouvaient être plus accessibles et plus neuro-inclusives. Parce que je trouvais que c'était important que tout le monde ne pète pas aux frettes en bon français là, partout dans les organisations. Et puis, pour réaliser que plusieurs des pratiques recommandées ou meilleures pratiques quand on parle de gestion, de développement organisationnel, quand on vient les recroiser avec les pratiques en neuro-inclusion, il y a beaucoup de recroisements et de chevauchements qui fait qu'on peut avoir une pierre à plusieurs coups juste avec des bonnes pratiques. Bref. Grosso modo, in a nutshell, ça ressemble à ça. OK. Puis t'es aussi fondatrice Co-fondatrice de Nuance. de Est-ce que tu peux nous parler un Nuance. peu c'est quoi en fait cette entreprise-là? Oui, donc Nuance, on se spécialise vraiment en neuro-inclusion, en milieu de travail, dans cet axe de développement organisationnel-là. Donc, comment est-ce qu'on peut créer des milieux de travail qui soient le plus accessibles et inclusifs et neuro-inclusifs possible. On va le faire à travers la sensibilisation de la formation. On peut faire, par exemple, des audits de processus, s'assurer qu'on retire les barrières d'accès ou de progression en emploi. OK. Dans les organisations, on va faire aussi de l'accompagnement d'individus, du coaching, de la psychométrie, bref. On fait toutes sortes d'activités pour s'assurer que les environnements soient le plus accessibles. Puis là, ben, c'est sûr qu'avec l'arrivée de la loi 27, avec la prévention des facteurs de risque psychosociaux, on fait ça aussi parce que ça vient... Tu sais, quand je parle des meilleures pratiques, puis il y a une pierre à plusieurs coups, il y a plusieurs des enjeux au niveau des facteurs de risque psychosociaux qui affectent différemment ou plus fortement des personnes neurodivergentes en milieu de travail. OK. Fait que dans le fond, si je comprends bien, toi, ton parcours, disons, personnel qui t'a amené à te poser des questions puis finalement à aller chercher peut-être des diagnostics, comme tu disais, tu as un diagnostic tardif, ça t'a amené à te comprendre puis à vouloir t'intéresser aux autres pour peut-être les faciliter finalement leur parcours professionnel, comme toi, tu es allé chercher aussi, j'imagine, justement, ton diagnostic, peut-être de l'aide et tout ça. Fait que c'est comme un peu de transmettre aux autres ce qui, toi, t'as appris finalement à te connaître puis à te développer comme professionnel aussi, finalement. Exact, exact. Fait que là, ça fait presque 5 ans qu'on fait ça vraiment à temps plein au Québec. On était dans les premières à le faire. On commence à avoir plus de sensibilisation sur le sujet. Fait que c'est bon. Eh oui, puis on continue, exact. Oui, mais justement, en parlant de, tu sais, tous les beaux mots que tu as nommés, tu sais, neurodiversité, neurodivergence, neuroinclusion, on est là pour en jaser aujourd'hui. Fait que je serais curieuse que tu me parles, en fait, de quand tu nommes ça, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des choses, des différentes thématiques ou... dimensions, différents mots, justement, à comme venir démystifier, finalement. Mais oui, parce que je sais que je les ai positionnés, puis je me suis dit qu'on allait les définir. Oui, c'est ça, exactement. Pas perdre personne en cours de route, pas qu'ils fassent que « Oh non, j'écoute plus ça, je comprends rien. » Donc, on va les définir. Oui. Neurodiversité, c'est un fait, premièrement. Là, c'est un fait qu'il y a de la neurodiversité, il y a de la diversité cognitive au sein de l'humanité. Donc, c'est un continuum sur lequel tout le monde se retrouve. Après ça, dans cette neurodiversité-là, qui ressemble, soit dit en passant, à biodiversité. Hein? Oui, ça revient au même fait que dans la nature, on a besoin de toutes les plantes, de tous les animaux pour avoir un écosystème qui est en santé, sauf peut-être les maringouins. Mais, chose à part, au niveau de la neurodiversité, on a besoin de tous ces types de cerveaux, de tous ces types de forces-là pour avoir une intelligence collective qui est capable de faire face à différents défis, puis
on sait qu'on a de plus en plus de défis complexes à résoudre comme société aujourd'hui. Ouais. Donc, de ce fait, découle le fait justement qu'on veut arrêter de hiérarchiser les cerveaux, arrêter de voir un cerveau comme étant le cerveau idéal ou normal, tu sais, puis juste de voir le fait qu'il y a une diversité de cognition, puis qu'on est tous et toutes complémentaires au final. Puis, on va avoir des profils qui vont être dits neurodivergents, des profils neurotypiques sur ce continuum-là. Profil neurodivergent, c'est un terme identitaire, puis ça veut dire que la personne a un profil cognitif qui diverge de la norme qui a été socialement établie. Ça, c'est vraiment important de le comprendre dans comment le mot a été créé, parce que si on ne sait pas, on peut penser que ça veut dire que ça diverge du cerveau normal. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas ça que ça veut dire. Fait qu'on diverge d'une norme qui a été socialement établie. C'est pas un diagnostic, c'est un terme identitaire, ça appartient au mouvement de la neurodiversité. C'est vraiment un terme qu'on utilise pour s'identifier. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Il y a d'autres termes qui existent. Je ne rentrerai pas dans tous les termes aujourd'hui, mais c'est celui qu'on utilise, nous, le plus fréquemment. Puis là, dans le fond, normes... Oui, j'avais la même question. Ben c'est ça, en fait, c'est que j'imagine que ça peut changer d'année en année. Tu sais, est-ce que ce... Pas d'année en année, mais je veux dire de façon globale dans... Tu sais, ça peut être géographique, ça peut être... culturel, peut-être? Ou... Oui, ça peut être culturel, mais tu sais, quand on pense, tu sais, surtout depuis la révolution industrielle, le Taylorisme, tout ce que ça a apporté dans la standardisation, certainement, c'est des façons de faire, puis après ça, comment est-ce que tout ça a impacté le monde du travail, ça fait qu'on est tous poignés dans des petites boîtes, puis il n'y a plus nécessairement la latitude qu'il y avait pré-révolution industrielle. Là, j'essaie de le vulgariser ultra rapidement. Il y a un livre super intéressant sur le sujet, si jamais vous voulez. Mais tu peux nous donner aussi des outils qu'on peut partager aussi à notre auditoire si jamais ils veulent pousser un petit peu plus. Là, mais... Ouais. Mais OK, fait que dans le fond, la norme pour nous, disons, au Québec, c'est... Tu sais, c'est dans nos façons qu'on a d'apprendre, de communiquer, d'échanger. Fait que, tu sais, un enfant, justement, si dans l'école, il va vivre des difficultés d'apprentissage, c'est parce qu'il va pas nécessairement apprendre dans le cadre qui a été établi. Il peut aussi avoir des difficultés, mais il peut avoir des façons d'apprendre différentes. Quand on parle dans les milieux de travail, quand on parle de naviguer, les communications, la politique, il y en a pour qui c'est plus facile, il y en a pour qui ça l'est pas. Fait que pour les profils neurodivergents, mais après ça, c'est des profils qui naviguent moins aisément dans toutes ces normes, ces codes sociaux-là, ces façons qu'on a de naviguer le monde et d'apprendre. Puis les profils, tu sais, moi, je pensais à exemple TDAH, TSA, déficience intellectuelle. Est-ce qu'il y a... Ça rentre tout là-dedans? Puis y a-t-il d'autres types de profils qu'on peut avoir sur le marché du travail? Ou c'est quoi, mettons? C'est ça. C'est pas une liste d'épicerie. Puis, tu sais, comme c'est un terme et un mouvement social qui vient chevaucher avec, quand on parle du modèle médical, tu sais, le modèle médical, c'est quand même coupé au couteau, on va dire, bon, ben, TDAH, etc. Mais comme on parle d'un mouvement social, comme on parle d'un terme identitaire, c'est beaucoup plus large et fluide que ça, dans le sens où on peut venir parler de l'anxiété, de la dépression, on peut venir parler de troubles, de profils neurodivergents acquis. Donc, suite à un trauma crânien, par exemple, qui vient modifier les structures cérébrales du cerveau, mais la personne, ça va changer sa façon d'expérimenter le monde, de naviguer, etc. Fait qu'on pourrait parler d'un profil neurodivergent acquis à ce moment-là. Fait que c'est quand même assez large. Mais bon, nous, quand on donne des formations, quand on accompagne, le data qu'on a le plus quand on en parle, c'est en lien avec le TDAH, les profils dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc. L'autisme, on va parler aussi du syndrome Gilles de la Tourette. On va parler aussi de la douance. La douance, par exemple, comparativement aux autres, au sens de la loi, n'est pas considérée comme une situation de handicap parce que c'est une confirmation, c'est pas un diagnostic. C'est considéré comme une force, sauf que dans la discussion qu'on a, bien, ça fait partie quand même des profils qui peuvent vivre le monde du travail différemment, peuvent avoir des besoins différents qui sont tout à fait valides dans la discussion. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, des gens qui peuvent être facilement sous-stimulés au travail parce que, justement, le milieu du travail n'est pas adapté à eux. Donc, eux peuvent, c'est ça, faire des tâches peut-être plus rapidement ou plus facilement ou peu importe. C'est ça. Ça peut être la sous-stimulation, du sous-engagement ou sinon du sur-engagement où est-ce que là, les gens ne comprennent pas trop. Souvent, il y a un sens assez élevé de la justice. Bref, il y a différents éléments. Là, puis la douance, c'est un joyeux bordel scientifique. Là. Ils ne s'entendent pas. Là. Mais ça reste quand même que souvent, ça vient avec des besoins que ça devient intéressant pour tout le monde autour de la table de prendre en considération pour que tout le monde soit à leur plein potentiel en bout de ligne. Là. Puis de ce que je comprends, c'est ça, c'est que finalement, tous ces cerveaux-là sont dans nos organisations. Fait que comment accommoder tout le monde, sachant que justement, tu sais, je veux dire, on n'a pas le choix finalement d'accueillir, ben pas qu'on n'a pas le choix d'accueillir tout le monde, mais dans le sens que ces gens-là sont là, il faut
faire en sorte qu'il soit bien et chaque personne est unique et différente. Donc, comment accommoder chaque personne individuellement pour que ça rentre quand même dans une organisation, quelque chose qui se tient puis qui doit être quand même... Inclusif aussi. Inclusif et standard, disons, pour tout le monde, alors que chaque personne est différente. Ouais, Fait que ça, c'est comme complexe quand même, j'imagine. Oui puis non. Dans le sens où, quand on le voit comme ça a l'air compliqué. Ouais. Mais il ne faut pas le voir comme ça. C'est un peu de se ramener à cette notion-là des trottoirs abaissés sur la rue. Est-ce que j'ai construit seulement des rues avec des trottoirs abaissés pour les endroits où je sais qu'il y a des personnes qui se naviguent avec un fauteuil roulant? Ou est-ce que je le fais partout parce que c'est bénéfique pour tout le monde? Dans mon environnement de travail, c'est la même chose. Est-ce qu'on est capable de créer un environnement qui est le plus accessible possible? Comme ça, j'ai pas besoin de réagir à chaque personne et à chaque besoin. À même l'environnement, j'ai des options. À même l'environnement, j'ai retiré le plus de barrières possible. Puis ça, c'est bon pour tout le monde, en bout de ligne. Nécessaire pour certains, bénéfique pour pas mal tout le monde. OK. Mais dans le cadre du travail, concrètement, ça pourrait ressembler à quoi, disons? On va prendre, mettons... Attends, quel exemple que je pourrais prendre? J'en ai plusieurs, là. Bon, mettons des réunions. Ouais. On parle des réunions. Tu sais, dans une réunion, il se passe beaucoup de choses. Ouais. Faut que tu écoutes, faut que tu aies l'air d'écouter, faut que pendant que tu as l'air d'écouter, tu aies l'air intelligent ou intelligente. Faut que tu penses à la prochaine chose que tu vas dire. Faut que tu ailles la répartir sur qu'est-ce qui vient d'arriver, que tu n'oublies pas ton idée. En plus, il faut que tu prennes des notes. Ouais. OK? Puis là, après ça, il faut que tu aies réagi assez... pas assez fortement, mais assez promptement et intelligemment pour que les gens sentent que tu as assez de leadership. Là, parce que, en tout cas, leadership et vitesse de répartie n'ont aucun rapport dans la vie. Là. Fait, ça fait que dans les meetings, des fois, pour certaines personnes, il peut y avoir des barrières dans la façon dont c'est géré. Il n'y a pas nécessairement d'ordre du jour. On ne sait pas quand est-ce qu'on commence à parler de sujets sérieux. Ça vient s'entremêler avec notre week-end. On ne sait pas quand est-ce que c'est fini. Il y en a qui continuent, il y en a qui partent. Là, tu essaies de prendre tes notes. Là, pour certaines personnes, c'est plus difficile. Fait que comment est-ce qu'on réfléchit les meetings après ça pour que ça soit inclusif et accessible pour tout le monde? Est-ce qu'on est obligé tous et toutes de parler pendant le meeting? Est-ce qu'on a le droit de... Si on prend des notes, est-ce qu'on peut prendre des notes collectives ou est-ce que tout le monde y participe à la prise de notes? Ou est-ce qu'on a des outils d'intelligence artificielle? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont bonnes puis qui les prennent déjà, qui sont comme responsables des notes? Est-ce que si certaines personnes préfèrent réfléchir après le meeting, mettre ça par écrit, revenir avec un plan de match plus à plat sur papier, c'est accepté comme étant tout aussi valable que si j'avais parlé pendant la réunion. C'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais ça vient souvent à avoir juste des bonnes pratiques. Un ordre du jour, quand je peux bien me préparer, c'est une bonne pratique. Pour certaines personnes, c'est nécessaire. Ça peut être stressant, anxiogène. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Je suis pas assez préparée. Pour d'autres personnes, ça se navigue super facilement. Il y a comme un pilote automatique pour certaines personnes qui n'est pas là pour tout le monde. Mais ça, on dirait... Ce que je comprends, c'est qu'il faut quand même que tu connaisses tes gens dans ton organisation, tu sais, pour savoir que cette personne-là fonctionne de telle manière, puis que peut-être qu'il y a des ordres du jour, pour elle, ça fonctionne plus, ou pour d'autres, ça fonctionne moins. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut quand même que tu connaisses ton personnel pour savoir que cette personne-là, on dirait qu'elle n'est pas là, mais finalement, elle est là, mais c'est juste qu'elle fait ses choses de manière différente, peut-être, ou je sais pas, tu sais. Oui, mais dans le sens où il devrait toujours avoir un ordre du jour avant une réunion. Tu sais, ça devrait toujours faire partie soit d'une routine de réunion ou avoir les grandes lignes. Toi, c'est des pratiques organisationnelles que tu encourages, peu importe les employés, de ce que je comprends. Fait que si, par exemple, quelqu'un se fait diagnostiquer soudainement avec un certain profil, disons, bien, au moins, l'environnement de travail va déjà être adapté d'une certaine façon pour bénéficier à toutes les personnes et en plus la personne qui vient de recevoir, par exemple, son diagnostic. C'est ça? C'est ça. OK. C'est exactement ça. C'est un peu de voir comme une trousse à outils puis un terrain de jeu qui est accessible pour tout le monde. Comme ça, les gestionnaires sont déjà brûlés. Là. Okay. De dire que là, il faut que j'adapte tout pour cette personne-là. Si d'emblée, on a une bonne hygiène cognitive dans l'équipe, au niveau de la gestion des notifications, au niveau de tout ce qui se passe, au niveau de, après ça, la gestion des réunions, au niveau de la gestion des courriels, au niveau de la communication, des canaux de communication, la clarification, tout ça, des processus clairs. Mais déjà là, ça vient aider. Là. Tu parles de communication, de notification, puis tout ça. Il y a des pratiques organisationnelles qui peuvent être mises en place, puis individuellement, comment une personne aussi peut se responsabiliser, puis finalement adapter son propre environnement de travail ou son bureau de sorte à ce que ça lui facilite la tâche, finalement. Y a-t-il des façons, finalement? Oui. Je te dirais, tu sais, souvent, les personnes savent en bonne partie qu'est-ce qu'ils devraient faire, mais ils ne sont pas toujours à l'aise de le faire ou de le demander. OK.
Puis, ou n'arrivent pas nécessairement à rendre légitime leurs besoins ou se dire que, tu sais, comme j'ai besoin de ça pour mieux fonctionner, fait que je pourrais comme en faire mention. OK. Ce travail-là, c'est ce que beaucoup de personnes ont de la difficulté à faire. Il y a cette gêne-là d'être perçu différemment, d'être vu autrement. Tu sais, tout le monde le sait qu'on ne devrait pas aller scroller sur TikTok pendant notre pause, puis qu'on devrait comme fermer les notifications, puis qu'on devrait avoir le droit de déconnecter après telle heure, puis que si je fonctionne mieux dans un environnement où est-ce que j'ai pas tout le monde en train de parler autour de moi, je devrais être capable de le dire. Mais c'est pas le cas dans bien des environnements. Encore aujourd'hui, ça prend beaucoup de sécurité psychologique pour être capable de mettre ces règles-là en place pour soi-même, là. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui manque dans les organisations pour que peut-être les employés se sentent suffisamment à l'aise de, premièrement, prendre action puis, tu sais, de le faire soi-même ou même peut-être d'en parler à des collègues ou à un supérieur, tu sais, de demander si les propres besoins peuvent être adaptés et tout ça? Oui, tu penses que c'est quelque chose qui manque? Là, par rapport à la portion besoin, j'ai pas une étude avec des données là-dessus. Ouais. Mais, tu sais, quand on parle, entre autres, du taux de dévoilement, il est quand même très, très bas, ce taux de dévoilement-là, par rapport au diagnostic. Puis ça, c'est un indicateur assez fort, dans le sens où, bon, une étude mentionnait que 38 seulement allaient se dévoiler, puis qu'à peu près 31 ne le diraient à personne au travail. Fait que les chances qu'on sache sont quand même très, très faibles. Puis après ça, dans différents milieux, on peut voir que ces statistiques-là vont baisser drastiquement selon le milieu aussi, selon la profession. Ouais. Tu sais, 84 des personnes en situation de handicap invisible vont prendre leur énergie quotidiennement pour masquer et camoufler le fait qu'ils vivent des défis ou des difficultés. OK. C'est très, très peu de personnes. Puis quand on regarde avec nos clients, ben il y en a des grandes organisations qui vont faire des sondages d'auto-identification. Puis il y en a plusieurs que, quand on regarde au niveau de soit profil neurodivergent ou situation de handicap, le taux d'auto-identification est de 1 à 2 OK. C'est impossible qu'il y ait 1 à 2 de personnes neurodivergentes ou en situation de handicap dans l'organisation. Ça veut juste dire que les gens sont tellement pas confiants de le mentionner ou ne le savent pas. Il y en a qui ne savent pas non plus, là. Est-ce que les gens ont honte de leur diagnostic, tu penses? Je pourrais pas répondre à cette question-là dans le sens où c'est tellement individuel, ça dépend de ton cheminement par rapport à ça, puis des notions capacitistes, tous ces préjugés envers les personnes en situation de handicap que tu peux internaliser aussi. Fait qu'il y en a que oui, il y en a que non. Il y en a que non, ils n'ont pas honte de ça, mais qu'ils ont peur de le dire. C'est comme un tube de pâte à dents. Là. Si je le vide, je peux pas rentrer dans le tube après ça. Je sais pas comment ils vont réagir. Je sais pas si je vais avoir... si on va m'empêcher d'avoir des promotions, si on va me donner moins de responsabilités parce que tout d'un coup, on va se dire qu'on ne sera pas capable. Ouais. Tu parlais de sondage d'auto-identification. Dans le fond, ça, c'est anonymisé. Puis c'est l'organisation qui envoie ça à ses employés à l'interne pour savoir s'il y a des gens qui sont comme différents de la norme, dans le fond. Non, mais là, on va avoir là-dedans tout au niveau identité de genre, identité culturelle, tu sais, dans le fond, venir quantifier les différents groupes minoritaires présents dans l'organisation. Là. Fait que là, dans le fond, ça peut aller ça va-tu à l'encontre de comme... Parce qu'il y a des gens, j'imagine, qui vont... C'est ça, comme que tu disais, qu'il y a des gens qui décident de ne pas vouloir se dévoiler. Fait que comment tu fais pour respecter la limite de ces gens-là dans ces sondages-là? Est-ce que c'est comme obligé de se dévoiler? Non, non, absolument pas. Absolument pas. T'es pas obligé. La seule chose, c'est que si... Bon, la façon dont la législation est faite au Québec, si tu as besoin de mesures adaptatives puis que tu demandes à ton employeur, bien, l'employeur aurait le droit d'exiger un diagnostic pour le donner. Mais on aimerait ça ne pas aller jusque-là puis se dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un besoin, on peut-tu juste co-créer des solutions ensemble? Fait que dans un certain environnement, dans certains environnements, ça pourrait aller jusque-là. Des fois, quand, tu sais, plus que c'est cadré, des fois même dans des environnements plus syndiqués aussi, on voit moins de flexibilité là-dessus. C'est pas obligatoire, il n'y a personne qui est obligé, puis il faut naviguer ce monde en sachant qu'il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas le dire. C'est ça. Mais ça devient touché quand même quand c'est légal, quand il y a l'aspect légal. Oui, c'est touché. Puis après ça, quelqu'un qui se dévoile avec l'aspect légal, comme je peux pas dire ça à tout le monde, là, c'est de l'information confidentielle. Oui, absolument. Mais c'est ça, tu sais, en ce moment, les nouvelles générations sur le marché du travail, les jeunes qui ont eu plus accès à des diagnostics à l'école, qui ont eu des mesures adaptatives dans le milieu scolaire, académique, bien, eux autres qui sont plus à l'aise d'en parler. Fait que là, on le voit, là, les organisations qui nous appellent sont comme tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? OK, ouais. On adapte, mais oui, parce que
sont habitués de demander, puis en même temps, ils n'ont pas appris comment traduire les mesures adaptatives qu'ils ont eues dans le milieu scolaire au milieu professionnel. C'est pas copier-coller, ça, là. OK. Fait que t'aides aussi pour la transition de carrière aussi du marché, de l'école au marché du travail, dans tout ça. Bien, on est vraiment côté organisation. Hein? Fait que OK. c'est plus de préparer des organisations, OK. avoir un terrain favorable à prendre tout ça en charge puis Ouais. à accueillir tout ça. OK. Après ça, au niveau des individus, il y a plein d'organismes. Fait que c'est sûr qu'on est plus axé organisation. Puis oui, il y a certains individus qu'on va venir soutenir à travers tout ça, mais l'angle est plus créer des systèmes qui soient accessibles puis qui puissent accueillir toute cette diversité cognitive-là pour le bénéfice de tout le monde en bout de ligne. OK. Parce que si on met toujours la charge sur l'individu, on s'en sortira jamais. Ouais. Puis, je suis désolée pour l'auditoire, mais je reviens un peu en arrière parce qu'on a embarqué super vite dans le sujet, puis c'est vraiment super. Puis, probablement que tu ne pourras pas pleinement répondre à ma question parce qu'elle est quand même complexe, mais de quelle façon est-ce que, justement, quelqu'un qui a un diagnostic de neurodivergence, de quelle façon ça va affecter son travail? Parce que, ben là, Tout le monde est différent, là. Ça, Ouais. J'avais vu cette question-là. Ouais. Je sais pas comment je vais y répondre. Chaque personne est différente, puis il y a une partie de... Les gens ont peu de repères par rapport à ça, puis leurs repères vont être souvent basés sur des stéréotypes, soit sur ce qu'ils ont vu à la télévision ou stéréotypes point barre. Tu sais, quand on pense au TDAH, on pense à ces jeunes garçons qui se pitchent ces murs. Là, tu sais. Ouais. C'est tellement beaucoup plus varié et variable que ça. Hein. Fait après ça, au travail, ça se peut se manifester de différentes façons. On peut voir des défis de façon assez généralisée au niveau des fonctions exécutives du cerveau. Fait que tout ce qui vient avec la mémoire de travail, la capacité d'inhibition, la capacité de faire abstraction des différents stimuli, de se concentrer, etc. La flexibilité cognitive, changer de cap selon les priorités ou selon les changements de cap ou la gestion de changement dans l'organisation, entre autres. Là. OK. Tout ça va être à géométrie variable sur les individus. Sauf que, tu sais, dans le fond, on entend beaucoup les gens dire que, on sait, là, aujourd'hui, tout le monde a un TDAH. Ouais. Non, tout le monde n'a pas un TDAH. Ça reste environ 5 % de la population. OK. Mais tout le monde est sacrément surstimulé et fatigué. Ouais. Puis quand on est dans cet état-là d'épuisement, bien, une des premières choses qui prend de bord, c'est les fonctions exécutives du cerveau. Fait que des personnes qui se demandent s'ils ont un TDAH, bien, peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que tu es juste vraiment épuisé du cerveau, puis que l'environnement non plus favorise pas cette hygiène cognitive-là, puis que ça aiderait juste tout le monde en bout de ligne. T'sais. C'est ça. On parlait Sonia Lupien, elle disait qu'on n'était plus dans la mémoire de travail profond. Je pense que c'est ça qu'elle parlait. Le deep work. Ouais, on n'est plus dans le deep work. Exact. On est comme toujours en train de vouloir répondre à tous les courriels tout en même temps. Puis je pense que c'est ça aussi que ça peut venir peut-être influencer cet aspect-là. Exact. Fait que, tu sais, de pointer des comportements, ça serait pour rendre service à personne. Ouais. Mais il y a plusieurs défis qui sont vécus par les personnes neurodivergentes qui vont être vécus aussi par d'autres personnes de par l'ère dans laquelle on vit. Ouais. Puis là, tantôt, tu mentionnais des stéréotypes. Là, je me demandais, est-ce qu'il y a des préjugés au niveau des gens qui sont neurodivergentes qu'on entend souvent dans le milieu de travail, concrètement, que tu pourrais peut-être déconstruire? C'est ça, déconstruire. Oui, ouais. Écoute, j'ai pas fait un recensement de tout ça, mais tu sais, dans les trucs qu'on peut voir ou entendre, c'est justement, tu sais, des fameux « ça paraît pas ». Ah, ouais. Tu sais, on dit jamais ça. On dit jamais ça paraît pas. On vient vraiment d'invalider la personne. Ouais. Mais si... Tu sais, quand je parlais de ce qu'on voit dans les médias, là, si tout ce que je vois dans les médias par rapport à l'autisme, c'est des grands hommes blancs filiformes aux cheveux bruns puis aux yeux bleus, ultra génies, avec des difficultés sociales, la personne qui m'arrive qui ressemble pas à ça, ben non, ça paraît pas, parce que ça ressemble pas à ce que j'ai vu. Fait que c'est ça. Il y a souvent cette notion-là de « ah, ça paraît pas » ou, tu sais, avec l'autisme aussi, là, quelqu'un, tu sais, il y a certains stéréotypes que toutes les personnes autistes ne regardent pas dans les yeux. C'est pas vrai. Il y en a que pour qui c'est facile, il y en a pour qui c'est très difficile, voire impossible. Mais tu sais, « ah non, tu me regardes dans les yeux, tu dois pas être si autiste que ça. » OK, ouais, c'est quand même... Fait que c'est souvent dans de l'invalidation Ouais, où tout le monde est un peu TDAH de nos jours. Ouais. Ouais, mais je pense aussi, puis on l'entend souvent, là, tu sais, quelqu'un qui n'a pas reçu de diagnostic,
mais qui va probablement se dire c'est parce que je suis TDA aujourd'hui ou comme, tu sais, il y a beaucoup d'autres troubles de santé mentale aussi que des fois, on va juste faire comme c'est ça, je suis bipolaire ou comme, tu sais, ça devient, tu sais, c'est pas faut pas tourner ça comme une insulte. Tu sais, on dirait que c'est quasiment d'enlever le sérieux, finalement, à quelque chose que quelqu'un vit vraiment avec, tu sais. Écoute, quelqu'un qui n'a pas un TDAH, qui vivrait dans la tête de quelqu'un qui en a un, il comprendrait sur un méchant temps, je pense. Là. C'est une autre part de manche complètement, mais ça n'enlève pas le fait que, tu sais, si on revient au début quand on parlait des besoins, là, OK, on va s'assurer qu'on n'est pas en train de minimiser le vécu des autres, qu'on n'est pas en train de s'approprier le vécu d'autres personnes non plus. Mais après ça, si j'ai des défis puis j'ai des besoins puis que vraiment, j'arrive pas à me concentrer, que j'ai du brouillard de cerveau, un brain fog perpétuel, ben il y a quelque chose qui se passe puis le besoin en dessous de ça reste valide. Fait que j'ai pas besoin soit de me mettre une étiquette qui n'est pas la mienne pour demander quelque chose. Ou encore là, ben, si j'ai besoin d'aller chercher cette étiquette-là, ça peut être correct aussi, tu sais. Oui, est-ce que tu encourages les gens à investiguer aussi ça, si eux, ressentent le besoin, par exemple, d'avoir une réponse à ça? Si le besoin est là, s'il n'y a pas tu sais, la personne ne trouve pas de solution par elle-même, oui, c'est parce que c'est cher. Oui, c'est ça. Les évaluations de neuropsy, ça peut monter à plus de milliers de dollars. Ben c'est ça. En date de l'enregistrement aujourd'hui, dans la moyenne de ce que j'entends, c'est dans le 3500. Là, OK. Fait puis en plus, ben, il y a quand même une composante génétique dans tout ça. Fait que, mettons, il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui vont faire évaluer leurs enfants. Là, d'un coup, ils se reconnaissent. Mais là, j'ai payé 3500 pour enfant numéro 1, 3500 pour enfant numéro 2. J'ai-tu un autre 3500 pour moi-même? OK. Puis là, si j'ai besoin de le demander au travail, ils vont-tu l'accepter si j'ai pas le papier? OK. Fait que, tu sais, il y a plusieurs barrières d'accès diagnostic aussi, là. Oui. Puis, j'avais une question aussi par rapport avec tout ce qu'on discutait tantôt et tout ça. Est-ce que tu encourages les chefs d'équipe à avoir des discussions avec leurs employés, justement, qui nomment, qui ont, par exemple, un profil neuroatypique? Je ne sais pas si c'est un terme. Ça serait un synonyme. OK, c'est bon. Ouais, pour, justement, je sais pas, si c'est des employés, tu sais, un employé puis son chef d'équipe qui sont super à l'aise l'un envers l'autre, est-ce que tu recommanderais ou encouragerais à avoir une discussion pour que peut-être le chef d'équipe apprenne encore plus connaître son employé ou qui, justement, tu sais, adapte certaines choses en fonction des besoins de l'employé et tout ça, tu sais, est-ce que c'est des pratiques, finalement, qui peuvent être pertinentes à avoir? Ça dépend tellement de la sécurité psychologique qu'il y a au sein de l'équipe à ce moment-là puis de la confiance que les gens ont un envers les autres, tu sais. Mais si, mettons, la confiance est là, ça peut être bon d'avoir une discussion, d'en parler. Oui, puis quand on en parle, de se donner ces balises-là, OK, on en parle, mais on veut que ça reste entre nous. Tu sais, peut-être quelqu'un va se dévoiler, puis il va dire, ben tu sais, j'ai besoin que tu m'aides peut-être à mentionner certains aspects, mais pas tous. Ou, tu sais, c'est vraiment important d'avoir le consentement ultra explicite de part et d'autre dans ces discussions-là pour pas, justement, créer des situations qu'on peut pas revenir en arrière après. Là. OK. OK. Comme perdre la confiance, par exemple, ou risquer de vexer l'autre personne puis que finalement, ça impacte d'une quelconque façon son travail. OK. Tu sais, ou mettons, tu sais, dans une organisation où tu changerais d'équipe tout d'un coup, comme tu arrives dans une autre équipe, puis là, quelqu'un qui a eu vent de ça, mais qui a déjà des préjugés, là, tu n'as plus le contrôle nécessairement sur ta narrative à ce moment-là. Fait que c'est pas quelque chose que je prends à la légère, ces discussions-là. Puis je pense que chaque personne devrait vraiment y réfléchir puis y aller avec son bon jugement dans tout ça, mais le consentement sur qu'est-ce qu'on dévoile pas, puis comment qu'on le fait reste toujours essentiel. Oui, absolument. OK. Puis ça rentrerait, j'imagine, dans des pratiques pour comme... Ben, pas des pratiques, mais comme des façons de faire pour sensibiliser les milieux de travail, dans le fond, de comme... Comment je peux dire? Aller voir le consentement de la personne, puis... Oui, avoir d'emblée, quelqu'un qui se dévoile puis qui me dit, je vais faire comme, OK, parfait, comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette information-là? Est-ce que c'est juste entre nous deux? Est-ce que tu aurais aimé que tes collègues le sachent pour que ça soit plus facile de s'ajuster entre nous? Okay. Là, si la personne a dit non, mais tu fais pas comme, il faudrait vraiment, ça l'aiderait. Là. Elle a dit non, elle dit non. On respecte son choix. C'est ça. Okay. Puis après ça, au niveau, j'ai une étoile filante. Je m'en allais ailleurs avec ça, puis je l'ai perdu. C'est pas grave. C'est un boomerang. Oui, tu nous le diras. Mais aussi, moi, c'est un peu... Ma question est en lien avec celle que tu posais, Ève. On a parlé un peu de ça aussi tantôt, mais j'aimerais ça qu'on y revienne. Au niveau d'outils pratiques, disons, plus général, qu'on pourrait recommander aux entreprises de mettre en place
juste par conscience de son, tu sais, des employés et tout ça. Tu sais, tantôt, tu nommais d'avoir un ordre du jour, par exemple, dans des meetings, ou de toujours peut-être avoir la même personne qui prend des notes puis qui partage ça, exemple, à l'ensemble des employés qui étaient présents au meeting. Fait que comme ça, au moins, ben on a un retour sur ce qui s'est dit, sur ce qui s'est passé, des décisions qui ont été prises et tout ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres bonnes pratiques, justement, à adopter dans les entreprises qui sont justement générales comme ça, puis qu'on se dit, on a le plus de chances, finalement, d'accommoder le plus de gens possible avec ces pratiques-là? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Puis là, je vais aller dans certains, des petits échantillons Costco. Là. Ah oui, c'est correct. On va dire ça comme ça. Oui. Quand on pense à, justement, tu sais, des procédures, des processus, sont-tu clairement faites? Sont-tu faites de un? Puis de deux, si sont faites, sont-tu bien faites? Sont-tu faites de façon accessible ou est-ce que ça a l'air d'une soupe alphabète, cette histoire-là? Tu sais? On a beaucoup de culture orale dans les organisations encore aujourd'hui. Puis ça, ben, c'est dangereux. Au point où on sait, là, il y a 7 personnes dans l'équipe que si elle gagne la loterie demain matin, là, tout s'écroule. Ça veut dire que j'ai pas bien documenté mes trucs à l'interne. Culture orale, ça veut dire de les écrire, en fait. En fait, la culture orale, c'est que dans les entreprises, on se parle de tout et on se dit tout, mais on n'écrit rien. OK, c'est ça. Il faut qu'il y ait des Tu arrives dans ta nouvelle job, là, puis tu te fais former par la personne qui est là, puis elle va tout te dire, puis toi, il faut que tu écrives tout ça. OK, oui, je comprends. OK. C'est ça, il n'y a pas de documentation claire. Fait qu'à ce moment-là, ça fait que les règles sont floues, ambiguës, il y a plus de risques d'erreur, il y a plus de peur d'avoir des risques d'erreur. Tout ça fait monter l'anxiété de plusieurs personnes. Mais tu sais, surtout si je suis quelqu'un qui a eu des difficultés d'apprentissage, que tout d'un coup, j'arrive dans une nouvelle job, que là, j'essaie de faire rentrer ensemble les morceaux de puzzle, puis que là, il n'y a rien qui rentre ensemble, j'ai plus d'anxiété, fait que j'ai plus de risques peut-être de faire des erreurs, puis plus de risques aussi de pas vouloir rester. OK, je comprends. OK. Fait que d'avoir des procédures écrites, ça, c'est toujours bon. On tape toujours sur ce clou-là. Tu sais, tout ce qui est flou, là, c'est décisions un peu, tu sais, c'est jamais noir ou blanc, puis on se pose toujours ces questions-là. Bien, on peut-tu faire des arbres décisionnels, puis tu sais quoi, on va sauver tellement de temps, parce qu'après ça, on fait comme OK, parfait, c'est ça ma décision. Puis est-ce qu'il y avait un autre exemple aussi, parce que on aime quand même ça, donner des outils, ou du moins, tu sais, rendre concret un peu rendre plus, concret, ou du moins, s'il y a des gens qui écoutent le podcast, ben, peut-être que ça va les inspirer à mettre des choses en place. Oui, on peut penser aussi au niveau... tu sais, on peut voir comme dans les organisations, il y en a qui font déjà plein de belles choses. C'est juste que des fois, trop, c'est comme pas assez, on ne sait plus qu'est-ce qu'il y a. Ou on ne communique pas assez. Puis dans ce que l'organisation peut offrir, dans les programmes d'avantages sociaux, dans tous les PAE, programmes d'aide aux employés, il y a plein de ressources aussi pour les personnes neurodivergentes. C'est juste que de commencer à feuilleter tout ça, savoir qu'est-ce qui est bon, pourquoi. Peut-être que la personne n'a pas ce réflexe-là, parce que beaucoup de personnes n'ont pas le réflexe de consulter ce qu'il y a dans leur programme de PAE, par exemple. Mais d'avoir ça, tu sais, disponible, peut-être, tu sais, bien identifié sur un one-pager, bon, ben voici ce qu'il y a dans le PAE, voici ce qu'il y a dans les assurances. Si tu as besoin d'un diagnostic, voici ce qui est couvert, combien ça couvre, puis d'avoir ça rapide et facile d'accès. OK, puis ça vient aussi peut-être déstigmatiser un peu les fausses croyances ou les préjugés qu'on peut avoir sur ces diagnostics-là. C'est comme de donner d'encourager finalement la personne à juste être elle-même parce que c'est, disons, remboursé, ou c'est comme, il y a des ressources finalement. C'est ça, il y a des ressources. Puis après ça, c'est pas le genre de terrain que je recommande de s'aventurer dedans sans vraiment connaître ça. Dans le sens où, on peut commencer à utiliser des mauvais termes ou... Puis... Fait c'est quand même, tu sais, on peut penser à faire de la formation, de la sensibilisation, de l'accompagnement. Est-ce que tu encourages ça, de la formation en grand groupe? Il y a des façons de le faire. Il y a des façons de le faire dans le sens où, puis ça, c'est la conversation qu'on a avec tous les clients qui nous appellent pour un lunch and learn. C'est ça, on peut le faire, mais il y a des choses à considérer avant. Tu sais, par exemple, quand on fait ces ateliers-là, ceux et celles qui vont venir, c'est les personnes concernées, soit parce que leur enfant, soit parce que eux, c'est leur vécu, leur conjoint, ou d'habitude, c'est les personnes qui vont se pointer. Il y a un aspect personnel. C'est ça. Puis le fait que l'organisation en parle, puis que c'est ouvert comme sujet, ça veut dire que si moi je vis quelque chose, peut-être que je peux me dévoiler en sécurité, peut-être que je peux... Puis ceux qui viennent pas, c'est ceux qui s'en foutent un peu. Fait que là, mettons, j'ai assisté, je me dévoile, mon gestionnaire était pas là... On n'a pas grand-chose à faire, mais ça se peut que ça se passe pas très bien, ce dévoilement-là. OK.
Puis ça, c'est des choses qu'on a vues là, par le passé, justement, là, où est-ce qu'on n'avait pas une chaîne de commande très claire de, bon, bien, après la formation, si c'était pas obligatoire pour les gestionnaires, bien, où est-ce que les personnes vont si elles veulent de l'aide, si elles veulent se dévoiler, s'il y a quoi que ce soit, sans passer en première ligne par leur gestionnaire. Fait que c'est d'avoir ces chemins-là très clairs. Il y a des suivis un peu suite à la formation. Des suivis, non, en fait, c'est plus les personnes qui s'occupent de diffuser la formation. Mettons, c'est le département de l'II ou c'est le département des ressources humaines. Que ça soit clairement indiqué de leur part, s'il y a quoi que ce soit après, où est-ce que les personnes doivent se diriger pour être reçues en toute sécurité. OK, je comprends. Fait que, par exemple, s'il y a un professionnel des ressources humaines qui est très familiarisé avec le sujet ou qui aurait suivi, par exemple, la formation, ben ça pourrait être, exemple, la personne ressource. C'est ça. OK. C'est ça. Puis après ça, tu sais, de voir chacun et chacune dans la latitude de ses compétences, là, jusqu'où ils sont capables d'aller. Ouais. Sinon, tu sais, dans d'autres scénarios, ça serait de former les gestionnaires en premier, puis après ça, de venir former les équipes, parce que comme ça, ben, c'est pas juste la charge du gestionnaire qui a à prendre tout son petit courage managérial sur ses épaules, puis des fois, tu sais, on veut octroyer une mesure adaptative à quelqu'un, mais là, ça a l'air injuste aux yeux des autres, parce que les autres, ils pensent que c'est pas égal pour tout le monde. Parce qu'ils n'ont pas compris le principe de l'équité. Fait que c'est beaucoup de poids aussi sur les épaules des gestionnaires. Fait que si on regarde de former les gestionnaires avec les outils, un peu plus de contenu, puis après ça, on vient sensibiliser le reste des équipes. Si une des personnes dans l'équipe a besoin de quelque chose de différent, bien, tout le monde est capable de se dire un peu, ben peut-être que c'est son besoin, puis on a vu ça en formation, c'est vrai, c'est correct. Considérant que, justement, la neurodiversité est partout dans les organisations, est-ce que tu penses que ça devrait être essentiel de former les gestionnaires là-dessus? Bon, je vais prêcher pour ma paroisse. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Surtout, il y a des milieux qui vont avoir de la surreprésentation de certains profils, de par les forces dans ces profils-là. Quand on regarde au niveau de l'architecture, il y a une surreprésentation de profils dyslexiques. OK. Ah ouais. Parce qu'ils ont cette force-là de manipuler des images en 3D dans leur tête. C'est super pratique quand tu es architecte, tout ça. Fait que, ouais, dans certains milieux, on peut avoir plus de surreprésentation de certains profils. Fait que, bref, moi, je pense que ça fait partie un peu d'un répertoire intéressant quand on parle d'intelligence émotionnelle puis de capacité de gestion, que de comprendre que tout le monde a des cerveaux qui fonctionnent différents puis qu'il y a des façons de mieux travailler ensemble. Puis en même temps, ces cerveaux-là différents peuvent également être des forces, tu te mentionner également. Fait que je pense que faut pas qu'on voit ça comme étant négatif. C'est le contraire, d'ailleurs, là, je trouve. Là, c'est exactement ça, parce que quand on regarde les diagnostics, un diagnostic, c'est écrit sur des déficits, en guillemets. C'est comme ça qu'il s'est construit, là, le DSM, qui est le manuel de diagnostic. Mais quand on regarde la documentation, la littérature sur les profils neurodivergents, c'est aussi des très grandes forces. Souvent plus grandes que la moyenne. Ben, puis je trouve ça le fun, tu sais, justement, qu'on en parle, puis que on va continuer d'en parler parce que, justement, tu sais, faut arrêter, là, me semble, de catégoriser, étiqueter. Ou comme... En même temps, c'est correct. Je veux dire, on est étudiant en psychologie, fait qu'on le comprend que c'est humain. Tu sais, c'est des raccourcis mentaux qu'on fait. C'est pour pas être plus fatigué qu'on l'est déjà. Tu sais, dans le sens que, je veux dire, à un moment donné aussi, c'est logique de faire des raccourcis mentaux aussi. Mais quand même, tu sais, il faut arriver à comme venir déconstruire l'idée que tu as un diagnostic quelconque, que ce soit en santé mentale, en neurodivergence ou whatever, que c'est une béquille. J'ai l'impression que comme on voit trop ça comme étant c'est ça, une béquille finalement dans notre travail ou dans notre vie en général, plutôt que de OK, mais mettons qu'on le regarde différemment, quelles sont les forces de ce profil-là, puis comment est-ce que tu pourrais les optimiser pour rendre ça encore plus beau, tu sais, être encore une meilleure personne dans ton travail, dans ta vie. Tu sais, c'est comme... Mais tout le monde a des forces, tout le monde a des défis. C'est sûr que parmi les profils neurodivergents, il y en a qui vont vivre des situations de handicap plus grandes que d'autres selon l'environnement ou selon différents facteurs. Puis ça, faut pas le négliger non plus, mais ça veut pas dire que la personne, elle vaut moins. Non. Loin de là, je veux dire, tout le monde a une valeur en ce monde, puis on est tous une collectivité ensemble, puis c'est important de se le rappeler, tout ça. Puis j'ai envie de retourner mon étoile filante, qui est un boomerang, finalement, qui fait un peu écho à ce que tu disais, tu sais, les petites boîtes, puis essayer de classer, parce que tantôt, on parlait de quelqu'un qui se dévoile. Ouais.
faut pas non plus commencer à étiqueter tout le monde autour de soi. Là, tu sais. C'est Ouais. pas parce que quelqu'un a des comportements qui me font penser à que je peux aller voir la personne puis dire t'es-tu autiste, toi? Ouais. Non, on connaît pas la relation de la personne par rapport à ça non plus. Tu sais, la personne, peut-être que pas, mais peut-être qu'elle sait pas. Puis tout ce qu'elle a comme référence sur l'autisme, c'est Rain Man, Ouais, c'est le ça. film. Tu sais. Fait que là, par défaut, c'est comme si je l'avais insulté. Ouais. Alors que ça n'en est pas une. J'ai clarifié là-dessus, là, mais on sait jamais de part et d'autre d'où est-ce que les gens y partent. Fait que, tu sais, faut pas commencer à étiqueter les gens. Puis, quand on pense au TDAH, ben il y a plusieurs manifestations similaires, justement, à quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil ou de l'insomnie. Fait que tout ça fait que c'est complexe, ça prend des professionnels de la santé pour étiqueter. Je veux dire, nous, on fait ça à temps plein, puis j'étiquette pas personne. Ouais. Je le fais pas, vous le faites pas. Ouais. Non, ouais. c'est ça. On n'est pas... Peut-être pas vous, là, mais quand... c'est ça prend quand même une formation, puis il faut C'est que ça. tu puisses diagnostiquer avec ton papier. Il faut que tu aies ton papier. Ouais, exact. C'est Ouais. ça. Puis après ça, tu sais, quand on parlait justement des forces, ben, puis des meilleures pratiques, Ouais. la gestion par les forces Oui. Ouais. est documentée, fonctionne. Mhm. Pourquoi qu'on ne fait pas plus? Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais Non, je ça, suis moi, Pierre-Anne, d'accord. on est très vendus sur l'approche positive, l'approche par les forces, C'est la ça. psychologie positive. Là, Ouais. on aime vraiment ça. Ouais. Miser sur les forces des gens au lieu d'aller... T'sais, on dit pas de comme délaisser les aspects négatifs. Ça reste que... Mais c'est juste une approche complémentaire, j'ai l'impression de comme... Mais qu'on oublie souvent, j'ai C'est ça. l'impression que Ouais. c'est un outil, C'est ça. puis qu'on a tous des forces. Fait que pourquoi pas miser là-dessus? Mm-hmm. Tu sais, puis c'est humain de vouloir travailler sur ses faiblesses. Par contre, on a aussi des forces qu'on peut mettre de l'avant et qui peuvent juste rendre la personne encore plus épanouie dans sa Exact. vie, dans son travail. Mais oui, c'est ça. quand on est dans nos zones de force, là, c'est là qu'on est tu sais, en adéquation, on perd moins d'énergie, on est juste bien. Puis, tu sais, par rapport aux forces aussi dans le travail qu'on a à faire de sensibilisation, c'est de comprendre aussi que les forces que les autres perçoivent de nous, il faut apprendre à réaliser que ce sont des forces ou non. Tu sais, pour certaines personnes, le fait de surcompenser peut se manifester de façon extérieure comme étant une force. Ouais. J'ai longtemps été perçue comme étant très organisée et organisante. OK. C'était pas une force, mais le monde me disait « t'es bonne, c'est ta force Sauf que moi, par en dedans, je suis en train de mourir un petit peu, à essayer de comme tout tenir, parce que sinon, j'allais imploser par en dedans. Mais quand tu commences à penser, une force, c'est pas quelque chose qui te brûle puis qui te coûte de l'énergie, Non, c'est mais ça. que t'es bon. Une Ouais. force, t'es en adéquation, énergie, sentiment d'accomplissement, etc. Là. Ben, c'est ça peut être assez touché parce que, Ouais. tu sais, une personne peut avoir l'air hyper performante dans quelque chose puis être valorisée pour certains comportements alors que ça demande toute son énergie finalement de faire ce comportement-là. Fait que ça peut être quand Elle même est toujours touché. en sur-utilisation, puis à la fin de la journée, comme son énergie est à Elle est terre. brûlée, là. ouais. C'est ça. C'est ça qu'on prend toujours la métaphore du petit canard. Ah, vas-y, je la connais pas. Il vogue sur Ah, l'eau, il a l'air oui. tout smooth, mais en dessous de l'eau, les petites pattes, ils se font c'est aller. une bonne là. métaphore. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu fais ces tâches-là, que t'as l'air si bon, si bonne à faire, t'es-tu en mode petit canard ou comme ça va, tu sais? Exactement. Ouais, vraiment. Moi, dans le fond, je me demandais, parce que je change complètement de sujet, mais au début d'épisode, tu as parlé de la loi 27, là, des risques psychosociaux au travail. Ah oui. Je voulais voir avec toi comment ça peut s'inscrire, en fait, la neurodiversité là-dedans, dans le fond. Ouais. C'est une très bonne question. Ouais. Mais je sais pas si c'est clair, puis Oui, si tu as non, la non, réponse c'est aussi, tout à fait là, clair. Tu sais, quand on pense, bon, si on regarde justement au niveau du facteur de risque psychosocial de la charge de travail. Bon, mais la charge de travail pour quelqu'un qui n'a pas les outils nécessaires pour accomplir son travail, puis qui vit potentiellement une situation de handicap, bien, sa charge de travail pour cette personne-là va être plus élevée, vécue comme étant plus élevée. Fait que le fait d'avoir, tu sais, un profil neurodivergent, mais pas que, là, tu sais, quand on parle de santé, quand on parle de toutes sortes d'autres facteurs humains, il y en a qui peuvent venir exacerber le poids des facteurs de risque psychosociaux dans son vécu quotidien en milieu de travail. Si, en équipe, une personne neurodivergente se sent exclue du groupe, n'a pas nécessairement le même soutien des pairs ou sent qu'il reçoit juste des réprimandes de son patron parce que la personne fait des erreurs mais n'a pas les outils pour bien faire son travail, bien là, tu sais, les facteurs de soutien des pairs puis de soutien du gestionnaire viennent un peu de prendre le bord aussi. OK. Fait que c'est comme ça dans le sens où c'est pas nécessairement vécu de la même façon. Puis, tu sais, si la personne, au niveau de la charge de travail, puis quand je parlais du masculin un peu plus tôt, tu sais, cette personne qu'on ne l'a pas vu venir, que, entre gros guillemets, ça paraissait pas, d'un coup, pour en arrêt de maladie, on ne l'a pas vu venir, tu sais. Cette personne-là, peut-être que ça
paraissait pas, entre guillemets, au travail, mais que, rendue à la maison, elle avait plus aucune énergie pour être le parent qu'il ou elle voulait être, pour s'occuper de ses finances adéquatement, pour faire l'épicerie puis faire des repas santé. Tout s'écroule en dehors du travail. Mais ça, on l'a pas vu pendant les 8 heures qu'il était au bureau. Ouais, c'est ça. C'est tellement lié, en plus, là, le travail puis la vie personnelle. C'est parfois, ça. Tu peux pas, comme, oublier qu'est-ce qui se passe à la maison puis arriver au bureau puis juste comme... Ouais, c'est comme C'est ça. tellement interrelié, c'est important aussi. On n'est là. pas dans Severance. Ouais, c'est ça. Par chance. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est vraiment intéressant parce que on dirait que vite de même, je voyais pas les liens avec les risques psychosociaux, mais c'est tellement... Oui, vraiment. C'est tellement là, tu sais, je veux dire, ça... interrelié C'est ça. Intrinsèquement. C'est pour ça qu'on voulait s'y attarder, parce que c'est une des façons d'adresser concrètement plusieurs des enjeux en ayant cette sensibilité-là aux réalités des personnes neurodivergentes également, Exact. mais en prenant soin de tout le monde dans l'organisation. Mais ça a-tu été abordé, disons, quand que, tu sais, comme... La loi est sortie, comme? Ben ouais, ou comme, tu sais, quand que on demande aux organisations d'avoir un plan, justement, tu sais, pour avec la prévention des risques psychosociaux, puis tout ça dans les entreprises, tu sais, est-ce que... De parler de cet angle-là? Ben, en fait, de rappeler aux entreprises de considérer ces gens-là dans les Non, organisations. ça, c'est nous autres, ça. Ben, Ça, c'est nuance. C'est nuance. Mais, Allô, on vous le dit. ben, Écoutez-nous. parce que je suis comme... c'est quand même un bon rappel. Fait que, Ouais. tu sais... C'est un bon rappel. Ouais, c'est ça. Nous, on fait le rappel aussi ici. On fait le rappel à tout le monde. C'est important. Ouais, vraiment. Fait que... Bon, ben, on est là-dedans, la gang. Fait que c'est le temps de re-regarder les documents. Ouais. C'est vraiment un exemple d'une pierre plusieurs coups à ce moment-là. Vraiment. tu sais. Exactement, Ouais, c'est vraiment. ça. Ouais. Est-ce qu'il y aurait, je sais pas si on est rendu là, mais est-ce qu'il y aurait Ben oui, vas-y. quelque chose, en fait, que tu aimerais, Ouais. tu sais, qu'on n'a pas discuté, puis que tu dis, ça, c'était super important en venant sur le podcast pour moi d'en parler, puis qu'on n'a peut-être pas couvert, ou est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais mentionner? Je sais pas, on a parlé de bien des choses. On a parlé de beaucoup de Ouais. choses. Ouais, on a parlé de bien des choses que je parle pas là-dessus dans des podcasts. Fait que c'est vraiment cool. Mais très cool. Là, c'est sûr, je vais être couchée chez nous en soir dans la nuit, je vais faire comme « j'aurais pu dire ça. » Mais là, pour l'instant, C'est ça. c'est beaucoup de rapport, ça me fait Part plaisir. 2. Ouais. Mais non, je dirais juste, c'est sûr que c'est complexe, dans le sens où l'humain est complexe. Ouais, Point. absolument. Point barre, OK? Ouais. Puis la complexité est un fait de notre quotidien qu'il ne faut pas avoir peur de. OK. Mais c'est pas compliqué. Pas la même chose. Complexe, compliqué, c'est deux mondes complètement différents. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire qui restent quand même, tu sais, dans l'approche humaine, avoir une posture de coach, être curieux, curieuse, se poser des questions, avoir la sécurité psychologique, de pouvoir nommer ses besoins, de pouvoir s'ajuster aussi quand ça change, tout ça. Ça fait une bonne partie. C'est juste que des fois, ben on a besoin d'autres types de repères. On a souvent beaucoup de réponses en nous, mais on ne les a pas toutes tout le temps. Puis des fois, avec un diagnostic, on n'a pas nécessairement le mode d'emploi qui vient avec dans le milieu de travail. Fait que, tu sais, d'aller chercher de l'aide aux besoins, puis de pas non plus tout se mettre sur les épaules de... Surtout comme gestionnaire, là, où tu penses que tu devrais avoir réponse à tout en tout temps, mais si tu ne sais pas, tu ne Ouais, sais c'est pas, ça. puis c'est correct. Puis la prochaine étape, c'est, bon, où est-ce que je peux trouver l'information, où est-ce que je peux trouver de l'aide par rapport à ça. Fait que c'est complexe, c'est pas compliqué. Il y a plein de belles choses qu'on peut faire simplement, mais il faut aussi savoir quand aller chercher du soutien. Ouais. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Tu sais, ça se ramène au fait de comme un gestionnaire, c'est un humain. Fait que, tu sais, Ben oui. il y a Exact. un nombre limité d'informations C'est ça. qu'on peut avoir. Puis... On peut être gestionnaire et neurodivergent aussi. Absolument. Puis, Exactement. C'est ça aussi, c'est un point quand même qu'on aurait pu aborder. Il y a Ouais. tellement de choses à Ouais, mais ça, mentionner. ouais, on en reparlera dans un autre épisode parce que c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant aussi de l'aborder sous cet angle-là Ouais. parce que les responsabilités sont pas les mêmes, la posture n'est pas la même non plus. Fait que, tu sais, ça Ouais. peut être, Ouais. ça peut venir avec d'autres particularités finalement. Fait que, Ouais. Ah, mais Ouais. c'est vraiment un beau message que tu as mentionné à la fin. oui. ben merci. Ah. Fait qu'on serait on serait rendu au jeu meilleur. Est-ce que tu connais les jeux meilleurs? Ben oui, je connais les fondatrices. Ah, Fait oui. que t'aimes ça. Ben oui. Fait que, Nous, dans le fond, on a oui. le jeu Table ronde brise-glace. Oui. Puis là, dans le fond, Ariane a le présélectionné 5-4 pour toi. Puis dans le fond, ben, pour eux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas ça, les jeux meilleurs, c'est des jeux de conversation. Pour apprendre à connaître... nous, on aime ça dire apprendre à connaître l'humain en arrière du professionnel. Donc, tu peux, en fait, piger une carte, puis la lire au dans micro. le micro Ouais. et y répondre. Oui. Parfait. Si tu pouvais avoir un talent de plus, quel serait-il? Hey, on parlait des forces. Fait que, C'est vrai, ça fit, hein? ça fit.
Non, mais c'est parce qu'en blague, des fois, on se demande, tu sais, si tu vas avoir un super pouvoir, ça serait lequel? Moi, je serais comme, j'aimerais ça être propre tout le temps. Oh my God, c'est dommage. C'est comme la vie serait tellement plus facile, je pourrais m'entraîner, je suerais pas, je puerais pas, tout serait incroyable. Mais bon, c'est pas un talent, ça serait un super pouvoir. Ouais. Mais la vie serait le fun. Tu t'as jamais les cheveux gras, t'es juste toujours propre. Oh my God, le rêve. Vraiment. Ça coûte tellement cher, plus du shampoing. Au pire, on peut changer la question pour un super pouvoir. Non, sinon, en termes de talent, je pense que j'aimerais ça avoir un meilleur talent avec les chiffres. Parce que quand tu mets Fran et moi devant un tableau Excel, on saigne des yeux toutes les deux. Oh non! Puis j'aimerais vraiment ça que ça soit plus convivial pour mon cerveau de gérer des chiffres dans des petits carrés. Ouais. Mais puis je pense vraiment que c'est un talent. Ouais. Pour faire ça. Ouais, absolument. Je suis vraiment d'accord parce que moi aussi, je suis pas dans les chiffres pantoute. On est plus sur l'aspect humain, nous. Oui. Hein? Fait que, on comprend ce que tu vis. Oui, c'est ça. Mais merci beaucoup, Mélissa, pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est super intéressant. Merci à vous autres. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. On espère qu'il vous a permis de faire de nouveaux apprentissages ou du moins d'alimenter vos réflexions. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est une bonne façon de soutenir le podcast. Pour découvrir plus de contenu des RH Podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok sous le nom de rh.podcast. Pour prolonger vos discussions, profitez d'un rabais de 15% sur les jeux de conversation meilleurs avec le code promotionnel RH. À très bientôt!